Question brûlante sur les autres chapitres? Non. Pour le CAPES blanc, donc j'ai eu un mail de Ludovic Nikotenko qui me dit que, enfin, il me demande un peu si c'est d'accord pour le programme, parce qu'ils ont eu vent là-bas qu'on n'avait pas tout fait comme eux. Enfin, ouais. Mais alors, donc je pourrais éventuellement demander à ce qu'on retire un sujet, mais en fait pour eux le sujet qu'ils retireraient, du coup, ce serait ça, avec un flux. Là, ouais. Je crois que le mieux c'est de tout laisser. Oui. On s'est mis d'accord pour que de toute façon le problème sera plus long, trop long, et donc vous pourrez piocher s'il y a des trucs. Oui, on fait ce qu'on pourra. Comme au CAPES, de toute façon. Bon, ça fonctionnera. En tout cas, ouais, il a l'air de dire qu'ils avaient beaucoup de mal à P6 sur la mécanique aussi. Ce qu'on nous a bien sûr. Ouais. Je crois que de toute façon c'est partout pareil. Hein, chacun arrive avec le niveau qu'il a eu l'année d'avant. C'est vrai que les chimistes ont des problèmes en physique partout, et je pense que c'est l'inverse pour les physiciens qui ont des problèmes en chimie. C'est comme ça, mais c'est un CAPES de physique-chimie, et donc il faut tout faire. Ok. On peut faire nous maintenant. Ah oui, moi je fais après. Merci. Dommage, juste avant les vacances, j'étais malade. On pourrait pas réviser. Ok, donc hydro, je crois qu'on va se lancer dans les exos. Je vais faire juste un tout petit rappel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un l'hydrodynamique? La dynamique de l'eau, alors l'eau, n'importe quel fluide fonctionne de la même façon. L'idée, c'est qu'on a, donc on a un système macroscopique, mais c'est pas un corps solide. On a déjà vu les gaz quand on a fait la thermo, donc il n'y a pas de difficulté. Hein, c'est toujours le même principe. On va découper le fluide en petits éléments de taille, ce qu'on appelle mésoscopique, pardon. Des éléments de taille mésoscopique, c'est-à-dire intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique. L'idée étant que dans un petit volume d'étau ou d'EV, dans un petit volume d'étau, il y a suffisamment de particules à l'intérieur pour que les grandeurs, des grandeurs moyennes suffisent à décrire le problème. Donc, alors la masse du volume d'étau, ça va être dm égale ρ. Vous préférez dv ou d'étau? dv. Rho dv, où ρ est par définition la masse volumique. Alors en réalité, dans un fluide, évidemment, cette densité ne peut être définie que sur un volume suffisamment grand, parce que la matière, c'est des molécules à cette échelle-là, et par conséquent, soit il y a une molécule à l'endroit où vous regardez et la densité est colossale, soit il n'y a rien et la densité c'est 0. Donc ce ρ, c'est la moyenne de la masse totale dans un volume dV. Donc vous voyez bien, pour faire cette moyenne, il faut qu'il y ait suffisamment de particules. Donc ça, c'est la masse. Vous pouvez définir là-dedans une pression et une température. Donc ça veut dire que vous considérez que le petit élément de fluide est à l'équilibre thermodynamique. Vous pouvez définir ces grandeurs-là, une grandeur thermodynamique. Vous rappelez que la pression est liée à la force exercée par les molécules par unité de surface. La température, ok. Qu'est-ce qu'on peut définir d'autre? Une vitesse, bien sûr, ça c'est important. Donc la vitesse du fluide en un point M, c'est en fait ce qu'on appelle donc V de M. C'est la moyenne des vitesses des molécules du fluide dans un petit volume dV élémentaire, mais suffisamment grand pour qu'on puisse établir cette moyenne et qu'elle ne bouge pas en fait. Donc, ça soit bien défini, et que si l'écoulement est permanent,
il n'y a pas de fluctuation, même si évidemment les molécules elles-mêmes ont une agitation thermique, etc. Donc ce V de M, quand on parle de la vitesse du fluide en un point M, c'est pas la vitesse des molécules du fluide, qui elles peuvent avoir une agitation thermique si la température n'est pas de zéro absolu, ce qui est toujours le cas. Donc c'est vraiment la moyenne des vitesses des molécules, donc c'est le mouvement d'ensemble du fluide. Chaque molécule, elle, a une vitesse qui est en général bien supérieure du fait de l'agitation thermique. Mais comme l'agitation thermique est isotrope, est totalement, d'une part, enfin, aléatoire, enfin stochastique, on va dire, et donc isotrope, en moyenne, l'agitation thermique produit une vitesse nulle. C'est le cas dans un fluide au repos, vous mettez de l'eau dans un bocal, chaque molécule d'eau s'agite en tous sens, mais en un point donné, si vous prenez un petit volume autour d'un certain point M, la vitesse moyenne des molécules là-dedans, c'est 0. Donc le champ de vitesse dans un fluide, qui définit donc la vitesse du fluide en chaque point, c'est pas la vitesse des molécules du fluide en chaque point, c'est la vitesse moyenne des molécules dans un petit volume autour du point. D'accord ? Donc quand on parle de vitesse d'un fluide en un point, c'est pas la vitesse des molécules, c'est la vitesse moyenne des molécules du fluide. Ok, donc on a un champ de vitesse. C'est un champ, parce qu'un champ, je vous rappelle, c'est une grandeur physique définie en un point. Donc en chaque point du fluide, ou si vous avez un écoulement, vous avez une conduite, là, voilà, ça se déverse dans un bocal, n'importe quoi, voilà. Bon. Vous avez un écoulement, et bien en chaque point, il y a une certaine vitesse. Et donc ça forme un champ de vitesse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grandeur? Bah, c'est essentiellement tout. Bon, on verra au fur et à mesure s'il y a besoin d'autre chose. Et ce champ de vitesse ne calcule pas, il n'y a pas une expression pour... Alors, ce champ de vitesse dépend de l'écoulement. En fait, déterminer un écoulement physique, c'est souvent déterminer son champ de vitesse. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, voilà, vous avez de l'eau qui tombe dans une conduite, je sais pas, qui... On verra des tas d'exemples, mais souvent vous avez des choses comme ça. Vous avez une conduite qui s'élargit, par exemple. Vous avez de l'eau qui arrive, et puis vous avez un gros tuyau, et puis après ça se divise en deux, par exemple. Voilà. Vous pouvez avoir envie de déterminer la vitesse à chaque endroit. D'accord. Donc, il n'y a pas d'expression préalable, c'est comme... oui. Alors, par contre, il y a des équations qui nous permettent de déterminer ce genre de vitesse. Exactement comme les équations de Newton nous permettent de déterminer la vitesse. D'accord, soumis à des forces. Alors, les équations de l'hydrodynamique ne sont en rien différentes des équations mécaniques par principe, parce que c'est de la mécanique. Mais simplement, les équations de la mécanique s'appliquent à chacun des constituants du fluide. C'est-à-dire pour chaque molécule, on pourrait écrire que la somme, que m fois son accélération, c'est la somme des forces qui s'exercent sur elle. Mais ça, on ne va pas le faire pour les milliards de molécules qu'il y a dans un litre d'eau, par exemple. Et donc, justement, on définit, on moyenne les grandeurs correspondantes à chaque molécule sur des petits volumes élémentaires, et les équations de l'hydrodynamique consistent sont les équations qui vont déterminer justement ce champ de vitesse, qui vont dire comment évolue la vitesse dans un écoulement. Donc, prenez une rivière, en chaque point il y a une certaine vitesse, ça dépend des obstacles, de la profondeur du fond à cet endroit-là. Il y a des équations, vous pouvez mettre un coup de rame, ça va faire des tas de choses compliquées, et vous voulez déterminer le champ de vitesse. Donc, les équations de l'hydrodynamique sont la traduction de toutes ces équations-là sur chacune des molécules qui constituent le fluide. Vous prenez une moyenne sur un nombre suffisamment grand de molécules, parce qu'on se fiche de savoir exactement chacune des molécules quelle est son mouvement, mais on voudrait connaître en chaque point, grosso modo, la moyenne de la vitesse en un point donné. Et donc, il y a une procédure simple, mais qui n'est pas au programme, qui consiste à passer de ces équations de Newton-là, la relation fondamentale de la dynamique,
aux équations des fluides, qu'on appelle, je vous donne le nom pour que vous le sachiez, ce sont les équations d'Euler, ou l'équation d'Euler, en fait, vous pouvez les projeter sur... Elle peut prendre différentes formes. Mais essentiellement, donc, c'est la traduction dans le formalisme du fluide des lois fondamentales de la dynamique. Et je ne sais même pas si ça vaut la peine que je les écrive. C'est pas au programme de toute façon. En gros, ça vous dit que... alors, on regarde ce qui se passe par unité de volume. Donc, on remplace la masse par la masse volumique. Puis on divise tout par dV. En fait, on s'intéresse à un petit élément de volume et on regarde qu'est-ce qu'il advient de lui. Et ce qu'il advient de lui, c'est que la dérivée de sa vitesse, oui, celui-là c'était le volume, est égale à la somme des forces donc par unité de volume. Donc c'est exactement pareil, mais cette dérivée-là a une expression, enfin, c'est pas la peine de noter ça, c'est vraiment pour votre culture, cette dérivée-là a une expression spécifique qui vient du fait qu'il n'y a pas juste... Enfin, je ne vais même pas rentrer dans ces détails, laissez tomber. Ce qu'on appelle... Bon, bref, non. Ok, peu importe, juste pour vous dire que les équations, enfin, il existe des équations qui déterminent l'évolution du champ de vitesse dans un fluide. Donc pas l'évolution de la vitesse d'un corps, mais l'évolution des vitesses dans tout le fluide. C'est ça la différence entre un fluide et un solide. Un solide, ça a une vitesse. Alors, ça a un champ de vitesse, en fait. Il y a la vitesse du centre de masse, puis après, il peut y avoir une rotation autour de ça. On a vu le champ de vitesse d'un fluide, d'un solide, pour rappeler. Vm égale Vo plus oméga vectoriel OM. Ça, c'est la vitesse du champ. C'est l'expression du champ de vitesse dans un solide. Dans un fluide, vous avez tous vu déjà des écoulements, il peut y avoir vraiment, enfin, les possibilités pour le champ de vitesse d'un fluide sont quasiment infinies. Vous pouvez mettre n'importe quelle vitesse à quel endroit, et puis le fluide va se débrouiller pour faire une continuité là-dedans. Donc, il n'y a pas un champ de vitesse préétabli, mais il y a une équation qui permet de déterminer le champ de vitesse. Si on connaît toutes les conditions et toutes les forces qui s'appliquent. Ok, pourquoi je voulais parler de ça? Oui, non, pour rien. Ah oui, parce que c'est une réponse à une question. Oui, est-ce qu'il y a un champ de vitesse? Enfin, oui, est-ce qu'il y a une expression? C'est quoi l'expression de ça? Eh ben, on ne sait pas. Enfin, ça se résume, mais il n'y a pas d'expression générique comme ceci. Ok. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur un fluide? Évidemment, qui dit dynamique dit force. Alors vous avez des forces de volume qui s'exercent en volume, puis des forces de surface qui s'exercent par contact, comme pour les solides d'ailleurs. Hein. Donc, eh bien, par exemple, vous avez le poids. Donc, si vous avez un petit élément de volume dV d'un fluide qui a une masse volumique ρ, eh bien, son poids, c'est simplement sa masse, dm fois g. Je ne vais pas noter pour absolument. P est utilisé vraiment pour la pression de manière générale, donc je donne pas j'appelle pas P son poids comme ça. Enfin, c'est dmg bien évidemment, et donc c'est ρ g dv. Donc il y a une certaine force par unité de volume qui vaut ρg. Alors évidemment, votre fluide il peut être soumis à d'autres forces volumiques. Par exemple, s'il y a des charges là-dedans, enfin s'il est chargé, il pourrait être soumis à une force coulombienne. En général, les fluides sont neutres quand même.
Il peut être soumis, il peut y avoir des charges qui se déplacent, il peut être soumis à une force magnétique, enfin, bref, il peut y avoir d'autres forces volumiques, et aussi il peut être soumis à une force d'inertie. Si vous êtes dans un référentiel en accélération, enfin non galiléen, avec une accélération A d'entraînement, vous vous rappelez, on avait pris ensemble, on avait fait l'exercice où vous avez de l'eau sur un chariot qu'on accélère avec une accélération à E d'entraînement. Et on avait vu, on avait calculé le champ de pesanteur équivalent à ça. Il y a le champ de pesanteur G vers le bas, et puis il y a une force d'inertie d'entraînement, qui valait, si vous vous souvenez bien, moins M fois AE. D'accord ? Et ça, alors ça, par unité de volume, sur un petit élément de volume du fluide, ça se traduit, donc si dans un volume dV, on a une force dF inertie d'entraînement qui vaut, eh bien, moins dm fois AE, où dm est la masse élémentaire d'un petit volume, et par conséquent, on a ici df IE qui vaut moins ρ dV AE. Donc vous avez un champ, moins ρ AE dV, vous avez une densité de force, une force par unité de volume qui vaut moins ρ AE, qui va s'ajouter au moins ρ G, au plus ρ G. Donc la force totale qui s'exerce sur l'élément de volume, dans un cas de ce genre, c'est-à-dire juste le poids dans un référentiel accéléré, ça va être simplement ρ facteur de G moins AE. La force totale dans un élément de volume dV, c'est ρ facteur de G moins AE dV. Par conséquent, tout se passe comme si, en fait, le champ de gravitation, c'était pas G, mais G moins AE. G moins AE, c'est un vecteur, alors donc là il y a moins AE, d'accord? Et donc, le champ de pesanteur apparent, si vous voulez, c'est ceci. Je peux le noter G'. Et par conséquent, on avait vu que la surface libre du fluide, en fait, elle est inclinée comme ça, orthogonalement au champ de pesanteur effectif. La force qui s'exerce sur le fluide, c'est plus G vers le bas, c'est G moins AE, parce qu'on est dans un référentiel accéléré, non galiléen, avec une force d'inertie. Voilà. Donc si vous voulez calculer l'angle ici, il suffit de connaître le rapport, enfin la tangente de cet angle, c'est l'accélération d'entraînement divisée par G. Bref, on avait vu ça, on le revoit là rapidement, on verra peut-être d'autres exemples à l'occasion des fluides. Donc il peut y avoir des forces volumiques comme ceci, quelle qu'en soit la nature. En général, on n'aura à traiter que le poids, grosso modo, et de temps en temps une force d'inertie d'entraînement comme ça. Et puis c'est tout. Mais on peut en principe imaginer autre chose. Ensuite, vous avez des forces donc surfaciques. Donc là, qui s'exerce cette fois non plus par unité de volume mais par unité de surface. Et la force qu'on va considérer, c'est évidemment la force de pression. Donc on a déjà vu au moins une partie qui est ce qu'on appelle la pression cinétique. On a vu que quand un fluide était en contact avec une paroi qui l'empêche de traverser, les molécules du fluide rebondissaient en quelque sorte sur la paroi. Et on avait calculé explicitement la force. On l'avait fait en deux temps. On avait calculé la force que la paroi exerce sur le fluide pour simplement inverser la vitesse orthogonale à la paroi, et on en avait déduit la force que le fluide exerce sur la paroi, qui est simplement l'opposé,
en vertu de la loi des actions réciproques. Alors cette force de pression, enfin ce calcul nous avait montré que la force que le fluide exerce sur la paroi est une force qui est orthogonale à la paroi locale, on va appeler ça U orthogonale par exemple, et qui est proportionnelle à la vitesse. Eh bien, le facteur de proportionnalité, par définition, c'est la pression. Donc, dF vaut PdS U orthogonale, et parfois on note ds avec un vecteur. Le vecteur ds, c'est le vecteur qui a pour norme la surface élémentaire qu'on considère, et pour direction l'orthogonale à la surface. Dans ce cas, avec cette notation-là, on peut réécrire la force élémentaire par unité de surface comme étant égale à P ds, et ceci définit la pression. Alors, on avait calculé explicitement, en faisant un bilan de quantité de mouvement, vous vous souvenez, ce qu'on appelle la pression cinétique. Je n'ai pas précisé avant ce que c'était la différence entre pression cinétique et pression en général. La pression cinétique, c'est la partie de la pression qui est liée justement au mouvement des particules, et à leur rebond ou à leur traversée d'une surface. C'est ce qu'on a considéré jusqu'à présent, et à l'époque j'avais dit on néglige, parce qu'on avait considéré un gaz parfait, j'avais dit on néglige les interactions entre molécules elles-mêmes. Il peut y avoir aussi une pression liée au fait que il y a des forces entre les molécules, c'est-à-dire que des forces de nature, par exemple, les forces de Van der Waals ou des forces électrostatiques, Van der Waals, c'est au fond des forces électromagnétiques à l'échelle moléculaire. Donc, cette pression cinétique est toujours positive, et on l'avait calculé explicitement comme étant égal à, alors, je ne crois pas que je vous avais donné cette expression, 1/3 de NMV2. Ceci est, mais alors, je ne crois pas que je l'avais donné explicitement, c'était un intermédiaire dans notre calcul. Je pense que si vous regardez le calcul qu'on avait fait, il y a un moment, il y a ça qui est écrit quelque part. Donc ça, c'est simplement le nombre de particules par unité de volume. C'est la densité de particules. M, c'est la masse de chaque particule. Donc en fait, tout ça, c'est ρ. D'accord ? Et V, c'est la vitesse des molécules, des particules. Alors, elles n'ont pas forcément toutes la même vitesse. Donc en fait, ça, c'est la moyenne. Je vais noter U carré. Ça, c'est la moyenne des V carrés sur les particules. Et on avait vu par ailleurs, quand on avait fait la thermodynamique, que la moyenne de 1,5 de LV2 c'était 3,5 de kT. Vous vous rappelez ? 1,5 de kT par degré de liberté. On avait fait ce calcul. C'est un peu des rappels là, que je fais là, c'est pas... pour essayer de faire un lien avec ce qu'on a vu. Et par conséquent, si vous reportez ça là-dedans, vous trouvez P égale NKT. Et ça, je l'avais écrit explicitement, on avait démontré ça en fait, hein, donc on avait fait ce calcul, et on avait calculé la moyenne de V carré sur la distribution de Maxwell-Boltzmann. Chaque particule a sa propre vitesse, et ça change tout le temps, c'est aléatoire, mais l'équilibre thermodynamique est caractérisé par une distribution des vitesses dans le fluide, et quand on calcule le carré moyen, on obtient ça sur la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui est la distribution d'équilibre. Bien, c'est juste, bon, vous verrez le cours, vos notes sur ce qu'on a fait en thermo, et comme ça vous pourrez raccrocher à ça. C'est pas capital pour ce qu'on va faire là, mais ça donc c'est la pression cinétique, celle qui est liée au mouvement des particules, et donc comme je disais, il peut y avoir une autre pression supplémentaire
je vais l'appeler non cinétique, je sais pas. Monsieur, Oui. la pression cinétique, son expression c'est P égale 1/3 de N. M U carré. Où U carré, c'est en fait, ce U, c'est ce U carré, c'est La moyenne des vitesses au carré. la moyenne des vitesses au carré. La moyenne des vitesses, c'est 0. Hein, si le fluide est au repos, sa moyenne des vitesses, c'est 0. Mais la moyenne des vitesses au carré n'est pas 0, et c'est justement, en l'occurrence, 3 kT sur M. Donc je disais, il y a une pression liée aux interactions entre molécules. Et celle-là peut en principe être positive ou négative, c'est-à-dire que ça peut être principalement répulsif ou principalement attractif, ou un peu des deux, mais il y en a une qui l'emporte. Enfin, et donc, la pression, c'est toujours une force par unité de surface, et donc c'est une pression. Et donc cette pression qu'on met là, c'est la somme des deux pressions. Donc, en fait, si vous avez un gaz parfait, par définition, vous vous rappelez, les molécules n'interagissent pas entre elles, sauf quand elles entrent en collision pour redistribuer leur énergie. Et par conséquent, il n'y avait que, dans un gaz parfait, il n'y a que la pression cinétique, celle qu'on avait calculée. Ça, bien sûr, ce n'est rien d'autre que PV égale nRT. Hein. Enfin, c'est pas le même N, ça c'est la densité de particules. On va faire comme ça. Voilà. Grand N, le nombre de particules sur V, KT. Et donc ça, c'est PV égale grand N KT. Et si vous dites que grand N, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, et que le nombre d'Avogadro fois K, c'est R, vous retrouvez PV égale nRT. Donc cette expression de la pression, c'est l'équation d'état du gaz parfait. C'est la pression cinétique. Ce que je dis là, c'est que dans un fluide, tous les fluides ne sont pas des gaz parfaits, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir d'autres types de pression, mais l'essentiel c'est qu'elles sont, il y a des forces des forces surfaciques, c'est-à-dire dont l'intensité est proportionnelle à la surface de contact, et donc c'est une pression, ça s'exprime comme ça. Après, l'expression de ce P, à partir des grandeurs microscopiques, ma foi, ça dépend justement, ça dépend des interactions, enfin ça peut être compliqué, mais on s'en fiche, c'est pas la question qu'on se pose en l'occurrence. Simplement, il faut réaliser qu'il y a un champ de pression dans le fluide, c'est-à-dire qu'en chaque point, il y a une certaine pression, dont une partie est la pression cinétique qui est toujours là, du fait du mouvement des particules, et puis il y a éventuellement une autre partie, mais bon, peu importe, on a une pression, et résoudre un problème d'hydrodynamique, c'est déterminer le champ de vitesse et le champ de pression associé. Ok. Bien. Les forces. Ok, alors on va commencer tout de suite peut-être par l'équation de la statique des fluides, parce qu'on a suffisamment. Donc on a des forces volumiques, des forces de pression, et on va écrire ce qui se passe dans le cas d'un fluide au repos. Hydrostatique. La définition de l'hydrostatique, c'est que le champ de vitesse en chaque point, le champ de vitesse est identiquement nul, c'est-à-dire qu'en chaque point, la vitesse vaut 0. Et si en chaque point, la vitesse vaut 0, c'est-à-dire pour chaque petit volume élémentaire d'étau, je le fais un grand parce qu'on va... un petit volume, alors je le prends cubique pour faire des calculs simples, mais n'importe quel petit volume, je dis des taux encore, excusez-moi, je vais dire dV, s'il est à l'équilibre, encore une fois, ça ne veut pas dire que les molécules là-dedans ne bougent pas, mais globalement, le champ de vitesse, c'est-à-dire la vitesse moyenne des molécules autour du point M ici, c'est 0, et bien, pour que ceci soit à l'équilibre, donc que la vitesse soit nulle et reste nulle, il faut que la somme des forces qui s'appliquent sur ce volume soit 0. Puisque l'équation de l'air, c'est l'équation de Newton, elle nous dit que la dérivée, la masse fois la dérivée de la vitesse, c'est égal à la somme des forces. Ça ne changera jamais.
Donc, je vais calculer pour un petit volume élémentaire dV, mais je vais prendre ce volume élémentaire comme un petit cube de taille dx, dy et dz. Enfin, dx, voilà, c'est dx, dy, c'est donc... ce sont les côtés du dx, dy, dz. Donc là, je suis à l'abscisse x, et puis du coup, là, je suis à l'abscisse x plus dx. Là, je suis à l'abscisse y, et donc là, à l'abscisse y plus dy, etc. D'accord? Et là, je suis à z et z plus dz. Donc, je prends un petit cube quelque part dans le système avec des axes x, y, z. D'accord? Et je vais écrire que ce petit élément de fluide, en particulier, est à l'équilibre, donc la somme des forces qui s'exercent sur lui, c'est 0. Alors, je vais considérer comme force un champ de force volumique, donc je vais l'appeler G en disant que c'est le poids, mais si on est dans un référentiel accéléré, ben ce G, ce sera en fait le G' de tout à l'heure, G moins 1. En tout cas, c'est un champ volumique. On a donc dF sur ce petit volume dV qui vaut dm fois le champ de pesanteur généralisé si c'est un autre type de force, et donc ça fait ρ g dv, ou ρ, attention, ρ c'est ρ au point m. Hein. Rien ne dit que la densité, que la masse volumique dans le fluide soit partout la même. Si le fluide est compressible, par exemple, il peut y avoir des endroits où c'est plus comprimé qu'ailleurs, et donc la masse volumique va être différente. Et puis, il y a les forces de pression. Et là, comme les forces de pression sont des forces surfaciques, en fait, sur ce petit cube, vous avez en quelque sorte 6 forces, une sur chaque face. Et donc, je vais m'intéresser à la résultante des forces de pression sur chacune des faces. Donc, il y a une force ici, donc le fluide extérieur va pousser vers l'intérieur ici sur cette face-là. Je vais mettre en bleu comme ça, voilà. Donc, il y a la pression à gauche qui pousse par là, la pression à droite qui pousse par là, d'accord? Ensuite, il y a la pression en haut qui pousse vers le bas, et puis la pression en bas qui pousse vers le haut, et puis devant, derrière. Bon, si je les fais tous, ça va commencer à être illisible, mais enfin, vous voyez le principe. Donc, il y a la force volumique que j'exprime comme ceci. Si c'est juste le poids, ben, ça vaut ça. Sinon, vous pouvez rajouter des forces volumiques qu'il faudra, qu'on vous donnerait dans un problème. On peut vous dire, en plus, il y a telle force volumique. Donc, vous l'ajoutez. Et puis ensuite, donc, il y a les forces surfaciques sur les contours du volume que vous considérez. Et par conséquent, la force totale qui s'applique sur l'élément de volume considéré, c'est la résultante des forces de pression plus la force volumique. Donc on va déjà calculer cette résultante des forces de pression, et après on dira que la somme de tout ça fait 0, et on aura l'équation de la statique des fluides. C'est aussi simple que ça. Donc, allons-y. Alors, j'ai dit, alors je vais commencer par les forces bleues. Là. Donc, j'ai la force qui s'exerce en X, enfin sur la face côté X, donc sur la face de taille dy, dz ici, qui pousse vers les X positifs, et puis j'ai la force qui s'exerce sur cette face-là, mais qui pousse vers les X négatifs. Donc, alors je vais écrire, vous voyez en bleu ou... Ouais, c'est bon. Donc, on a la pression au point X fois la surface, dy, dz. Ça, c'est la surface assurée en bleu ici. Et ça pousse suivant Ux. Voilà. Et puis, j'ai la pression ici. Donc là, ça pousse suivant moins Ux. Et c'est la pression en X plus dx. La pression sur cette face-là. Fois dy, dz.
Et donc, j'ai dit suivant moins ux. Alors ensuite, pareil, sur les faces en dessous et au-dessus, donc je vais le mettre en vert. Donc, en bas, ça pousse vers le haut, avec la force de pression correspondant à la pression en Y. Pardon, c'est Z en vert. Oui. C'est la pression à la hauteur Z, excusez-moi, et donc fois la surface hachurée en vert ici. Cette surface, c'est dx fois dy. Dx fois dy, et ça pousse suivant uz vers le haut. Et puis il y a la face au-dessus qui pousse vers le bas, donc suivant moins uz, et c'est la pression qui règne à la hauteur z plus dz. dy, dz, uz. Pour être vraiment rigoureux, j'aurais dû écrire ici P de x, y, z, P de x plus dx, y, z, comme ceci. Et puis là, P de x, y, z, et là, c'est pas la peine je préfère être rigoureux comme ça au tableau, mais c'était sous-entendu en fait, parce que la pression dépend des trois coordonnées. Donc j'avais noté uniquement la coordonnée qui change dans le processus. Mais évidemment, la pression dépend de x, et c'est la façon dont la pression dépend de x qui va donner le bilan des pressions suivant l'axe x, mais la pression dépend aussi de y et de z. J'avais juste noté pour chaque ligne la variable qui varie, mais les autres étaient implicites. Pourquoi c'est dy, dz dans la deuxième partie de... Pardon, non, j'ai juste recopié sans réfléchir. Voilà, c'est des x et y, bien sûr. Ok. Et puis ensuite, on a la résultante des pressions sur les faces avant et arrière. Bon, ça y est, on ne voit plus rien sur le dessin. Donc ça pousse suivant les y positifs et ça pousse suivant les y négatifs de l'autre côté. Donc on a P de x, y, z. Alors cette fois, c'est la surface, c'est dx, dz. Et là, ça pousse suivant les y. Moins P dx, y plus dy, z, dx, dz, y. Voilà la résultante des forces de pression, c'est la première ligne, plus la deuxième, plus la troisième. Et ça, c'est très simple, hein. La première ligne, elle fait dp sur dx fois dx, dy, dz, ux. La deuxième ligne, elle fait dp sur dy fois dx, dy, dz, uy. Et la troisième ligne, elle fait dp sur dz, dx, pardon, c'est l'inverse. J'avais z d'abord ici. Troisième ligne, c'est la variation suivant y. Hein, alors c'est moins ça. Pardon. Hein, parce que dp sur dy, par exemple, c'est p de x, y plus dy, z, moins p de x, y, z, le tout sur dy. Je vais noter là quoi. dp sur dx, c'est, par définition, hein, p de x plus dx, y, z, moins p de x, y, z, sur dx. Enfin, c'est la limite de 5 quand dx tend vers 0. D'accord ? Non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est la définition de la dérivée par rapport à x. Si vous avez qu'une seule variable, c'est ça.
dérivée ronde, c'est juste... c'est quand vous... Enfin, la dérivée partielle par rapport à x, c'est quand vous bougez que x. Donc vous faites comme si c'était plus une fonction de y et de z. Ce que j'avais fait implicitement dans ma notation un peu non rigoureuse, un peu rapide. Donc en fait, ici, vous mettez en facteur dy, dz, ux, et vous avez p de x moins p de x plus dx. Et donc, p de x moins p de x plus dx, c'est ça, c'est dp sur dx, dx. Et c'est un signe moins parce qu'en fait, vous avez moins p en x plus dx plus p en x. Donc c'est l'opposé de p de x plus dx moins p de x. Ok? Ouais? Je sais jamais si vous réagissez pas, si parce que c'est trop compliqué. C'est la définition de la dérivée. Hein? Est-ce que donc, la première ligne est égale à celle qui est tout à La droite? première ligne est égale à ça. La deuxième est égale à ça. Merci. Et donc, le bilan... Ah, non, c'est bon? Ah. Le bilan de tout ça, donc la somme de toutes les forces de pression, c'est finalement moins dp sur dx ux plus dp sur dy uy plus dp sur dz uz, tout ça fois dx, dy, dz. Oui? J'ai du mal à voir pourquoi il y a un signe moins concret. Enfin, ah, parce qu'en fait... Mais je le vois sur votre calcul, mais physiquement, je comprends. Ah, physiquement, très bonne question. C'est parce qu'en fait, le gradient... Enfin, ok, je parle pas tout de suite de gradient. Dans une ligne, je parle de gradient. Si la pression augmente suivant x, Oui. supposons qu'elle augmente. Si P de x plus dx est plus grande, du coup, que P de x, alors, globalement, ça va pousser moins fort par là que ça pousse par là, et donc la force, elle va se retrouver par là. Donc, c'est suivant l'opposé de la... Enfin, la force va de la pression la plus forte à la pression la plus faible, en quelque sorte. Enfin, la force. La résultante des forces est dominée par le côté qui domine. Si la pression est plus grande là, ça pousse plus par là. Le bilan, ça va être plutôt par là. Donc c'est ça, si P augmente, c'est-à-dire que dP sur dx est positif, si P augmente vers les x croissants, eh bien la force globale, la résultante des forces est vers les x décroissants. Ok? Voilà, et maintenant donc, ceci c'est, n'est-ce pas, le gradient de P. C'est la définition du gradient d'une fonction d'un champ scalaire. Donc, la pression, c'est un champ de pression, et donc en chaque point, il y a une certaine grandeur, et cette grandeur est scalaire, c'est un scalaire, c'est pas un vecteur, scalaire, un nombre. Donc, vous avez un champ de pression scalaire, vous pouvez prendre son gradient, la définition de son gradient, c'est ceci, en coordonnées cartésiennes. On aurait pu travailler dès le début en coordonnées à n'importe quel système de coordonnées, peu importe. Le résultat serait le même, parce que le résultat ici est un vecteur, dont les coordonnées dépendent du système de coordonnées, mais le vecteur ne dépend pas du système de coordonnées dans lequel on l'écrit. Donc si on avait travaillé dans d'autres systèmes de coordonnées, on aurait de toute façon obtenu ce vecteur-là. Donc ce qu'on voit, c'est que la résultante des forces de pression, ici, c'est moins gradient de P fois dV. Puisque dx, dy, dz, c'est dV, c'est le volume élémentaire du petit élément qu'on a, le volume infinitésimal du petit élément qu'on a considéré. Voilà, donc on a les forces volumiques globales, ρ, g, dv, on a la résultante des forces surfaciques, on l'a calculée sur un petit cube, mais vous voyez que c'est une expression qui est locale. En chaque point, il y a un certain gradient. Si maintenant le cube, c'est pas un cube, c'est n'importe quoi qui est petit, qui est un volume élémentaire, eh bien, cette expression est indépendante de la forme du volume. Le volume élémentaire dépend de votre découpage vis-à-vis en fonction du système de coordonnées que vous choisissez.
Mais voilà la résultante des forces de pression, c'est moins gradient de P dV. Par conséquent, l'équation de la statique des fluides, c'est l'équation qui nous dit que la somme des forces vaut 0 en chaque point. Et donc, en chaque point, on a ρ G dV plus, enfin, moins gradient de P dV. Donc, je dis donc en dV, c'est vrai pour n'importe quel volume dV élémentaire autour du point considéré, égale le vecteur nu. Voilà l'équation de la statique, vous pouvez encore écrire comme gradient de P égale ρG. Voilà. Et encore une fois, ce G, ça peut être un G', c'est-à-dire c'est la résultante, c'est le champ équivalent pour les forces que vous avez. Ce G peut dépendre du point considéré aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation locale. Donc, P dépend du point M où on se trouve, la densité dépend du point M où on se trouve, et le champ de pesanteur dépend du point M où on se trouve. Et en chaque point, vous avez, pour que le fluide soit à l'équilibre, la somme des forces qui doit être nulle, et par conséquent, gradient de P qui vaut ρ G. Alors, si G, c'est moins G UZ, par exemple, eh bien, vous avez gradient de P qui vaut moins ρ G UZ. Bon. Et alors, faites attention, souvent, en hydrodynamique, on oriente l'axe Z vers le bas. Donc, faites attention aux confusions. Parce que dans les exercices, ce ne sera pas toujours le cas. Et puis, en mécanique, on aime bien orienter souvent la Z vers le haut, de façon à ce que l'énergie potentielle soit mgz. Si vous orientez Z vers le bas, l'énergie potentielle, c'est moins mgz. Non, monsieur, donc lorsqu'en hydrodynamique, lorsqu'on parle de force, on fera allusion au poids et à la résultante des forces de pression. Oui, essentiellement. Okay. Il peut y avoir dans un cas particulier d'autres forces qui agissent, mais globalement c'est ça. S'il y a d'autres forces, on vous le dira bien sûr, et on vous donnera l'expression, on vous les fera calculer. Essentiellement c'est ça. Ou une force d'inertie, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans un référentiel calibré. Voilà donc l'application élémentaire de ceci, c'est que si vous avez de l'eau dans un récipient comme ceci, vous pouvez déterminer la pression en fonction de la profondeur. Donc si vous appelez ça altitude 0, vous orientez Z vers le bas, de sorte que Z représente la profondeur dans le fluide. On a gradient de P qui vaut, alors attention cette fois, donc gradient de P, je vais l'écrire vectoriellement, vaut ρG, ok? Et G maintenant c'est GUZ, il n'y a plus le signe moins là, si j'oriente Z vers le bas. Or, gradient de P en cartésienne par exemple, c'est dp sur dx ux plus dp sur dy uy, je le fais encore une fois explicitement. dp sur dz uz. Si le gradient de P est uniquement suivant uz, ça veut dire que P ne dépend que de z. C'est-à-dire que sa dérivée partielle par rapport à x, ça doit être 0. Sa dérivée partielle par rapport à y doit être 0. Ces deux vecteurs sont égaux, donc j'ai P qui est en fait P qui, a priori, au départ, dépend de x, y, z, en fait, ne dépend que de z, puisque ces dérivées partielles-là sont nulles, et l'équation qui reste nous donne l'évolution de P en fonction de z, dp sur dz égale ρg, par conséquent, P égale P à l'altitude 0 plus ρg z. Donc P
en x, y, z, si on est explicite jusqu'au bout, c'est P de 0, enfin P de l'altitude 0. Je vais l'appeler P0. P0 étant donc la pression ici. Alors, typiquement, c'est la pression atmosphérique. Si vous avez un verre d'eau à l'atmosphère libre, avec une surface libre ouvrant sur la pression atmosphérique, voilà, vous avez P0 en haut, et plus vous descendez, plus la pression est grande, et il y a une profondeur Z, la pression c'est P0 plus ρ G. Monsieur, oui. La deuxième ligne, l'équation de la deuxième ligne, elle ne change pas, même si on met le Z, on l'oriente vers le haut. Ah non, elle ne change pas. Si on oriente vers le haut, il y aura juste un moins ici et un moins là. D'accord? G est vers le bas, donc si UZ est orienté vers le haut, à ce moment-là, ce sera moins. Ah oui, d'accord, ok, je sais pas. Et du coup, ce sera moins ici aussi. Ok, je ne savais pas ici. Okay. Voilà. Donc, prenons le cas de l'eau à 1 mètre de profondeur. Quelle est la pression? Alors, pour l'eau, on a 10 puissance 3 kg par mètre cube. D'accord? G, on va dire que c'est 10 mètres par seconde moins 2. Et si Z vaut 1 mètre, par exemple, vous voyez que ça fait 10 puissance 4. 10 puissance 4. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc tout ça, donc on a 10 puissance 4 pascal pour chaque mètre. Donc à 10 mètres de profondeur, vous avez 10 puissance 5 parce que vous avez la pression atmosphérique. D'accord. Bon. Vous pouvez remarquer que sur un élément de surface ds, la force de pression sur l'élément de surface ds, c'est exactement égal, si je néglige P0 par exemple, c'est égal en fait au poids de la colonne d'eau qui est juste au-dessus. Puisque la force là, c'est PDS, la force par unité de surface c'est PDS, et P c'est, alors bon il y a P0, ok donc ça va faire P, je vais essayer les deux termes, P0 plus P0ds plus ρ GZ, enfin, H, je vais appeler H la profondeur totale ds, et ça c'est le volume de la colonne d'eau au-dessus. Donc ρ fois ce volume c'est mg. D'accord? Monsieur, oui. La troisième ligne, là, vous avez écrit P de X dans X égale Z égale à P de Z. C'est lorsqu'on se place à l'altitude Z. Là, la troisième ligne, là. Oui, là. Non, là, c'est. Bon, j'ai dit des choses à l'oral ici. Je dis que ceci doit être égal à cela, on est d'accord? Oui. Par conséquent, il faut que ça soit égal à 0 et que ça soit égal à 0. Ah, d'accord. Donc il faut que P ne dépende pas de X. Donc a priori, P dépend de X, de Y et de Z. Mais en fait, ça nous dit que ça ne dépend pas de X. Et ça nous dit que ça ne dépend pas de Y. Donc en fait, P ne dépend pas de X et Y et Z globalement. Enfin, il n'en dépend pas explicitement, il ne dépend explicitement que de Z. Enfin, cette équation-là résumait ce que je voulais dire là. En fait, P voilà, ne dépend que de Z. Et donc, l'expression. Et du coup, d'ailleurs, je ne suis pas obligé de mettre des dérivées partielles ici. Maintenant, une fois que je sais que ça ne dépend que de Z, je peux mettre des dérivées droites. Je peux aussi les laisser partielles. Hein. Voilà. Merci. Il se trouve que la dérivée partielle est la dérivée complète, puisque ça dépend que d'une variable. Bon, je crois que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. On va faire des exos. Et puis je referai peut-être dans la deuxième partie, une petite pause courte pour
pour démontrer Bernoulli, et puis voilà, quoi. Parce que c'est simple, hein, l'hydro. Enfin, ça peut être extrêmement compliqué, mais ce qu'il y a à votre programme, en gros, c'est ça, P égale rho GZ, rho G fois la profondeur, et puis Bernoulli. Et puis, voilà. Le Bernoulli, c'est, vous allez voir, Bernoulli, c'est juste la conservation de l'énergie, c'est complètement simple. Et bon, alors, peut-être on va mettre un peu de viscosité à un moment. Donc, pour l'instant... Ah oui. Ah, pardon, juste pour finir ça. Donc, ça c'est la force volumique. Pour les forces de surface, j'ai pris les forces de pression. Il pourrait y avoir d'autres forces de contact qui sont précisément les forces de viscosité. Alors, mettez-le là peut-être tout de suite. Mais on ne va pas en parler maintenant, mais notez-le comme ça, ce sera un peu complet. Force de viscosité. Si vous avez un fluide visqueux qui a un gradient de vitesse au sein du fluide, si vous avez, donc par exemple, vous avez un fluide qui va s'écouler sur un support ou dans une conduite, il peut y avoir des forces qui s'exercent tangentiellement si vous avez donc un fluide avec une partie du fluide qui va plus vite qu'une autre, la partie rapide tente à entraîner la partie lente et la partie lente tente à freiner la partie rapide. Donc si vous avez une différence de vitesse suivant Z, comme ceci, on appelle ça Z par exemple, si vous avez une différence de vitesse en fonction de Z, c'est-à-dire V dépend de Z, eh bien il va apparaître une force sur chaque élément de volume du fluide, il va apparaître une force qui va s'exercer tangentiellement, donc ici suivant, si j'appelle ça X par exemple, il va y avoir une force suivant X qui est proportionnelle au gradient de la vitesse. Si la vitesse est la même partout, ne dépend pas de Z, il n'y a pas de force, mais s'il y a un endroit qui va plus vite que l'autre, eh bien, l'interaction des couches de fluide, si vous voulez, va faire que les parties rapides vont entraîner les parties lentes et les parties lentes vont freiner, ralentir les parties rapides. Donc ça se manifeste par une force donc orthogonale au gradient de vitesse. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Donc la force est proportionnelle à ce gradient. S'il y avait une différence de vitesse 2 fois plus grande, eh bien la force est 2 fois plus grande. Enfin, une dérivée de la vitesse 2 fois plus grande, la force est 2 fois plus grande. Et le quotient de proportionnalité, c'est la viscosité. Donc c'est juste ça. Mais on y reviendra. Je note juste ça ici. Donc, en plus, oui, c'est vrai, comme vous m'avez demandé si c'était les seules forces qu'on considérerait pour un fluide non visqueux. C'est ce qu'on appelle un fluide parfait, je le dis de toute façon. Fluide non visqueux, c'est un fluide parfait. Donc là, dans tous les exercices ici, c'est marqué, ou si ça ne l'est pas, c'est implicite. Les fluides sont des fluides parfaits, donc pas de viscosité. Je ne pense pas qu'il faut qu'on passe trop de temps sur les fluides visqueux, parce que, à mon avis, vous n'aurez pas grand-chose là-dessus, ou alors vraiment juste l'application toute bête de la définition de la viscosité. Alors, s'il y a quand même un truc que vous devez savoir, c'est les écoulements turbulents ou pas turbulents, avec le nombre de Reynolds et tout ça. Ouais, donc il faudra quand même rajouter un petit cours là-dessus. Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire aujourd'hui, de toute façon. Donc il faut que vous sachiez déterminer si un fluide va être turbulent ou laminaire, c'est-à-dire en écoulement turbulent ou en écoulement laminaire. Bon, j'y reviendrai, je vais pas perdre du temps là-dessus maintenant. Sachez donc qu'en plus de ces forces-là qu'il y a dans tous les cas, si le fluide n'est pas parfait, il y a des forces de viscosité qui se manifestent comme ceci. C'est en quelque sorte le frottement de différentes couches de fluide l'un sur l'autre. Donc vous connaissez tous ces fluides visqueux, pensez à de l'huile ou du miel. Et vous savez bien que... Enfin, bon, bref, vous savez ce que c'est que la viscosité, mais on y reviendra une autre fois. Ok. Bon, allez, exo. Du coup, ça fait la viscosité,
Commençons par le commencement. Si jamais on dit Variation de la pression avec l'altitude. Alors, donc on prend la feuille 1, celle qui n'est pas marquée 1. Juste la feuille, il y a un exercice 1 qui s'appelle variation de la pression avec l'altitude. Alors, premièrement, établir la loi fondamentale de l'équilibre hydrostatique pour un fluide placé dans un champ de pesanteur G. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Vraiment pas à pas, tout doucement. Il faut que vous puissiez redémontrer ça très vite. Vous avez essentiellement, vous pouvez écrire que les forces, donc la résultante des forces de pression sur un volume élémentaire dV, c'est moins gradient de P dV. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Bien sûr, ça se redémontre, on vient de le faire. Je le fais lentement. Une fois que vous l'avez vu une fois, vous pouvez le refaire très très vite. Mais ça, on s'attend à ce que vous sachiez. La résultante des forces de pression, c'est moins gradient de P dV. Et donc la force ou le poids sur le volume élémentaire, c'est simplement M, donc rho G dV, et par conséquent l'équation de l'équilibre, c'est moins gradient de P plus rho G égale 0. Donc c'est ça qu'on attendait pour la première question. D'accord ? Donc gradient de P égale rho G. Donc si la question ça avait été donner la loi de l'équilibre, vous avez juste à écrire ça en rappelant la définition que P c'est la pression, etc. Mais là, la question, c'était établir la loi fondamentale de l'équilibre hydrostatique. Donc, je pense qu'il faut écrire exactement ce qu'il y a là. Enfin, avec une petite phrase en plus disant à l'équilibre, la somme des forces vaut 0. Et donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de redémontrer ça. Mais ça peut être une question préliminaire d'un examen de CAPES, établir ça. En tout cas, il faut que vous sachiez le faire. Ok. Alors, deuxièmement, en déduire la loi donnant la pression dans un fluide incompressible de masse volumique ρ en fonction de la profondeur. Alors, fluide incompressible, ça veut dire que ρ, c'est la même chose partout. Donc, ce ρ-là ne dépend pas de M. Par conséquent, c'est exactement ce qu'on vient de faire. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser que ρ était incompressible. Donc, vous avez G qui est suivant UZ. Donc, P ne dépend que de Z. Et donc, vous avez dP sur dZ qui vaut... Alors, bon, ça dépend. Vous voulez Z vers le haut, vers le bas. Tiens, je vais faire dans l'autre sens, cette fois. Exprès. Pour que vous ayez vu les deux. Voilà. J'oriente Z vers le haut. Et donc, j'ai ici P qui vaut P0 moins ρ G Z, où P de 0, c'est la pression à l'altitude 0. C'est pas forcément la pression atmosphérique, l'altitude 0, c'est pas forcément le point où le fluide est en contact avec l'air. C'est la pression à l'altitude 0, tout simplement. Tiens, soit dit en passant, parfois, je sais pas, vous risquez peut-être de trouver ça quelque part. Des fois, on appelle ça, cette grandeur-là, P0, enfin, P0 plus ρGZ ou moins ρGZ, suivant l'orientation de l'axe, on appelle ça la pression statique. Parce que c'est la pression qui règne. Et à ce moment-là, la loi, c'est la pression statique est constante. Tiens, ce truc-là, la pression statique, je vais la noter comme ça. Excusez-moi. C'est la pression plus ρGZ ici.
ou moins rho gz si on a pris l'autre axe. Et par conséquent, vous avez ça qui vaut P de 0 toujours. Donc ça, c'est constant, cette pression-là est constante. Mais bon, je le note en passant, vous pouvez l'oublier dans la seconde, c'est pareil. Si un jour vous tombez sur pression statique, en général, c'est ça que ça veut dire. Comme vous voyez que dans un fluide statique, cette pression, enfin, cette quantité, P plus rho gz, est constante, vaut P0. Ok? C'est pas mal d'avoir quand même Z orienté vers le haut. Je pense que c'est quand même mieux. Donc P c'est P0 moins rho gz. Plus on va profond, ou plus on monte, plus la pression est faible. On sait bien. Dans l'eau, dans l'atmosphère, si on monte, la pression est plus faible. Donc ici, la pression statique, c'est la pression juste à l'altitude Z égale 0. En fait, oui, c'est ça. À l'altitude de référence. À l'altitude Z égale 0. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, dans un fluide statique, cette expression qu'on appelle pression statique au point à l'altitude Z, c'est constant parce qu'en fait, c'est toujours la même pression que à l'altitude 0. Troisièmement, déterminer la pression en fonction de l'altitude Z au sein d'une atmosphère isotherme composée d'un gaz parfait de masse molaire grand M en notant P0 la pression au sol. Donc P0, on a donc à l'altitude Z, donc j'oriente Z vers le haut, je pense vraiment que c'est le mieux de manière générale si on ne précise pas autre chose. Déterminer la pression en fonction de l'altitude Z au sein d'une atmosphère isotherme. Donc on a un gaz parfait de masse molaire grand M. Ok. Alors, je vous laisse dire ce qu'on va faire. La pression à l'altitude Z. On va bien sûr écrire le... Enfin, je dis que je vous laisse faire, mais je vais le faire. Je vais vous écouter. Il faut écrire quelque chose sur ce fluide. Hein. Qu'est-ce qu'on va écrire? Bien. On a le droit de réutiliser la même précédemment. Voilà. Pourquoi? Ah, celle-là? Ah non. Non, parce que là, ah oui. Là, l'hypothèse, c'était que ρ était constant. Pour pouvoir intégrer ça, j'ai supposé que ρ était constant. C'est là qu'intervient le fait que c'est un fluide incompressible. Et pour l'air, ah bah l'air, c'est pas incompressible, puisqu'on a PV égale nRT. Ou si vous voulez, enfin, n nombre de moles, c'est toujours dangereux ce nombre de moles, mais enfin bon, bref, nRT. Quelle est la densité de n, si vous voulez? Exprimez ça en fonction de la densité. Ou l'inverse, ou la densité en fonction de ça. Le nombre de moles, c'est la masse du gaz divisée par sa masse molaire. Tac. Et donc la masse, ça, c'est ρ fois V divisé par la masse molaire, où ρ est là. D'accord? Donc finalement, l'équation d'état du gaz parfait, c'est ρ RT sur M. Donc on peut prendre, plutôt que le volume ici comme variable, on peut prendre ρ. Pour un même nombre de moles, s'il y a un volume plus petit, évidemment, il y a une masse volumique plus grande. Donc, vous voyez que ρ va varier. ρ dépend de T et de P. Donc, l'air n'est pas un fluide incompressible, comme on sait. Il suffit de réécrire ρ en fonction de P et T. Il suffit d'écrire ρ en fonction de P et T, oui, que voilà. Voilà, et donc on aura ρ en fonction... Alors, T, on nous dit que l'atmosphère est isotherme, donc T est constant. Par conséquent, ρ va dépendre de P et donc de Z. Mais donc, ce que je voulais que vous me disiez, c'est qu'on va écrire l'équation de la statique des fluides. Donc, on va écrire ça. Ça reste vrai, par contre. C'est juste, on va l'intégrer maintenant avec un ρ qui ne dépend pas de Z, mais effectivement, on va écrire en fonction de P et T. Donc, on a dP va dépendre de Z sur des Z qui vaut moins... moins ρg... moins ρg, moins ρg, moins ρg, oui,
Pourquoi il y a ce UZ là? Excusez-moi. Ou alors fallait le mettre là. Oui, enfin. D'accord. Ils sont enlevés. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai projeté sur UZ. Donc il n'y a plus le UZ. Et c'est bien ça qui s'intègre en ça. Bon, ok. Donc on a de la même façon dP sur dz égale moins ρg. Et donc c'est égal à moins grand M sur RT G. Grand MG sur RT P. D'accord. J'ai réexprimé ρ en fonction de, enfin comme étant égal à PM sur RT. Et donc, dP sur P égale moins mg sur RT dz, d'où on tire, en intégrant ça, on a log de P sur P0. T est constant, hein, c'est ça l'idée, c'est que c'est une atmosphère isotherme, donc T est constant dans toute l'atmosphère, donc ça c'est juste des constantes qu'on intègre, hein, donc ça fait moins mg z sur RT, autrement dit, P de z égale P0 e puissance moins mgz sur RT. Donc ça c'est bon à savoir, bien sûr, dans une atmosphère isotherme, la pression décroît exponentiellement avec l'altitude. Et ici se trouve donc la masse molaire. Si au lieu de la masse molaire, je mets la masse d'une molécule, il faut que je divise par... Non, la masse molaire, c'est la masse d'une mole, donc il faut que je multiplie par le nombre d'Avogadro, divisé par RT, et R divisé par le nombre d'Avogadro, c'est KB. J'ai écrit K encore au lieu de KB, là, excusez-moi, je ne sais plus. Non, à chaque fois. Bref. Et donc ça, c'est magnifique. Parce que ça, c'est P0, E puissance moins mgz sur kBt. Et ça, c'est le facteur de Boltzmann. Exponentielle de moins l'énergie sur kBt par P. On est à l'équilibre thermodynamique. Chaque molécule a une certaine probabilité d'occuper un certain niveau d'énergie qui est proportionnel à son facteur de Boltzmann. E puissance moins E sur kBt. C'est quoi l'énergie d'une molécule dans un gaz comme ça dans l'atmosphère? Eh bien, c'est simplement son énergie potentielle. Si elle est à l'altitude Z, elle va avoir une énergie potentielle mgz. Et donc, la probabilité qu'elle ait cette énergie-là, donc la probabilité qu'elle soit à l'altitude Z, c'est le facteur de Boltzmann, enfin c'est proportionnel au facteur de Boltzmann, E puissance moins cette énergie divisée par kBt. Donc ceci, en fait, connaissant la thermodynamique, on aurait pu l'écrire tout seul. Enfin, tout de suite. Et vous voyez qu'on l'a retrouvé comme ça, simplement à partir de l'équation de la statique du fluide, moyennant la connaissance de l'équation d'état, bien sûr. C'est là qu'est la thermodynamique. Voilà, donc retenez ça, c'est une atmosphère isotherme à un profil exponentiel. Et l'échelle, alors c'est quoi l'échelle de hauteur de cette atmosphère? Peut-être c'est posé d'ailleurs cette question, non? Non. Ouais. Mais donc regardez si c'était posé. Mais on va le faire, effectivement. Alors on va le voir tout de suite. Vous connaissez la réponse, c'est bien, mais on va le faire, explicitement. Donc ça, je peux l'écrire Pz égale P0 E puissance moins Z sur une certaine hauteur, H, où H égale donc RT sur Mg. Alors,
calculons ça. R 831 dans le système international. T, on va prendre l'atmosphère à 300 Kelvin par exemple. La masse molaire, 29. Ah, 29 grammes par mol, attention. Donc, 10 moins 3. donc 2,9 10-2 kilos. Et j'ai, allez, pardon, 9,81, je sais pas quoi, on va dire 10. Donc ça fait à peu près 8 sur 8,3 sur 3, ça fait, allez, 9 sur 3, ça fait 3. 3 fois 300. J'aurais dû faire 300 par 2,9. Ah ouais, d'accord, ouais, donc ça fait 100, ouais, donc ça il y a un 10,4, 10 puissance 4, et là il y a 8 sur 9, ça fait 1, donc à peu près 10 puissance 4 mètres, c'est-à-dire effectivement 10 km, comme vous le saviez, kilomètres. Donc c'est bien de le savoir, hein, c'est l'équivalent de 10 km. Bon, enfin, la hauteur de l'atmosphère. en tout cas, vous voyez, on retrouve ça. Donc, hein, ceci est un profil exponentiel, c'est-à-dire si je trace la pression P en fonction de l'altitude au-dessus du sol, en 0, j'ai P0, pression atmosphérique, et puis ça décroît exponentiellement, comme ça, voilà. En supposant que c'est isotherme, alors c'est pas toujours le cas, vous savez, quand on monte en altitude, il fait plus froid en général, simplement parce qu'on chauffe par en dessous. Le soleil éclaire la Terre, et donc il fait plus chaud en dessous, donc il y a un radiateur permanent. Et donc, en général, il fait plus froid en bas qu'en haut. Mais bon, enfin, il y a des situations d'inversion. Enfin, l'atmosphère, c'est compliqué quand on prend en compte toutes les sources d'énergie, etc. Mais enfin, voilà, une atmosphère isotherme, et ça arrive quand même, les atmosphères isothermes, ça a un profil exponentiel. Et ici, vous avez donc le H en question. Donc, l'échelle de... Tu viens d'où, 2,9 sur 9? C'est 29 grammes par mol. Voilà. Et le H, c'est quoi? Ça représente quoi exactement? Le H, Oui. bah, c'est l'échelle de hauteur de l'atmosphère. C'est-à-dire, quand on a Z qui vaut H, donc quand on s'est élevé de H, on a divisé par E la pression. Et E, c'est 2,7. Donc, enfin, c'est l'échelle. Si vous prenez la pente ici à l'origine, vous allez tomber ici sur H. Bon, ça vous donne l'échelle de variation. On va modéliser vaguement l'atmosphère comme ça. Donc, ça va jusqu'à H, puis après, il n'y a plus rien. Bon, c'est évidemment faux, hein, mais. Enfin, bref, c'est l'échelle de hauteur. Si Z est petit devant H, P vaut P0, et si Z est grand devant H, P vaut 0. Donc, c'est l'échelle qui donne la séparation entre il y a de l'atmosphère et il n'y en a pas. Évidemment, c'est continu, mais c'est l'échelle de grandeur. Et donc l'échelle de grandeur, en l'occurrence, ça fait 10 km. Donc vous voyez qu'en haut de l'Everest, pour une atmosphère isotherme, vous êtes presque à 10 km, hein, à peu près à 9, 809 km. Donc en gros, la pression a été divisée par 2,7. Un petit peu moins, donc c'est pas beaucoup. Hein. Vous êtes déjà amusé à aller à 4000 mètres. Je vous assure qu'on le sent. J'ai fait 5003 moi. Il y a un labo de physique à 5300 mètres, à 5350 mètres de Chacaltaya, en Bolivie, et je peux vous assurer que vous me sentez passer. Non, on a le droit. Hein? Justement, on le sent pas. Ah si, on ne sent pas passer. Ah oui, on fait. C'est très étrange. Un cerveau qui n'a pas beaucoup d'oxygène, c'est très très étrange. Ah, ça fait bien. Ouais, c'est une expérience à faire. Hein, je sais pas. Hein. Je sais pas. Heureusement, en Bolivie, ils ont des feuilles de coca, donc on peut mâcher de la coca, et ça, c'est quand même. Ça aide un petit peu. Quoi. Ah oui. Ça aide quoi? Ah bah oui, c'est obligé. Hein? Non, mais ça fait rien, c'est pas hallucinogène, mais par contre, ça dépend. On s'enlève l'oxygène, on met de la coca, on ne pas.
Non mais c'est pas la cocaïne. Il faut être un bon chimiste pour passer de la feuille à la cocaïne. Moi, j'ai jamais été bon en chimie. C'est pour ça qu'il l'a mâché. La prochaine fois, j'en ramènerai à Audrey et vous fera une petite préparation. Ok, qu'est-ce que vous me fait perdre la tête là? Faites un meilleur rendement, s'il vous plaît. Ça me motive. Alors, quatrièmement, on considère à présent une atmosphère dans laquelle le gaz est un gaz parfait de masse molaire M, obéissant à la loi polytropique d'indice K. Alors ça, c'est un mot un peu barbare, mais qui dit, ce qui est dit dans la suite de l'énoncé, que la pression est reliée à la masse volumique suivant la relation P sur ρ puissance K égale constante. Donc ça, c'est une équation de gaz qu'on peut justifier dans certaines conditions, etc. Donc c'est une autre équation d'état. Enfin, c'est pas. Enfin, l'équation d'état, c'est PV égale NRT. C'est un gaz parfait. Mais comme là, on a supposé que la température ne variait pas avec l'altitude. On sait d'ailleurs qu'en pratique, c'est pas vrai. Donc, un autre type de relation, donc si on autorise la température à varier avec l'altitude, à ce moment-là, vous voyez que la densité va être reliée à P, non pas comme P sur T, pour M sur R, mais d'une autre façon, eh bien, l'équation polytropique nous dit que P et ρ sont reliés ensemble par cette loi. Où K est ce qu'on appelle l'indice polytropique. Alors, petit a, montrer que dt sur dz est une constante que l'on exprimera en fonction de g, m, k et r et la constante des gaz parfaits. Alors, allons-y. On veut dt sur dz. Et pour ça, il nous faut t, et t, c'est ça. Donc, ça fait d sur dz de... Je vais peut-être aller un peu bien en tête. Non, on va déjà écrire t, on verra ce dont on a besoin. T vaut M sur R, ρ sur P. D'accord. Donc maintenant, on va... Donc ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on a P sur ρ puissance K qui vaut une constante. Et il va falloir quand même qu'on écrive aussi la loi... D'ailleurs, on nous dit qu'on veut l'exprimer en fonction de G. Donc il faut écrire la loi de la statique des fluides. Donc je continue à écrire que dP sur dz vaut donc moins ρ g plus ρ g moins ρ plus ρ g. C'est P sur. Où ça? Là? Merci. Donc dp sur dz égale moins ρ g, évidemment. C'est et décroît quand on monte. Voilà. Et donc on veut quoi? On veut des t sur des z, c'est ça? Montrer. Ah, on veut montrer que dt sur dz est constant. Et là, maintenant, en gros, on injecte les gaz. Alors. Sinon, on parle de P sur ρ. Ouais, on peut dire que P c'est ρ RC sur M en fait. Et du coup, dP sur dz c'est dρ sur dz pour RT sur M plus ρ R sur M dt sur dz. Je suis pas sûr que ce soit astucieux ça. On va différencier ça en logarithmique, c'est plus simple. dP sur P moins K dρ sur ρ égale 0. Ça, c'est du sûr. Donc, écrivez pas ça. Je sais pas si ça se trouve, ça va pas être utile. Voilà. Ça, vous êtes d'accord? Tout le monde connaît les dérivés logarithmiques, là? Non?
Alors c'est très très utile. Je vais écrire ça de façon générale. F1 puissance alpha 2, F2 puissance alpha 2, F3 puissance alpha 3. Par exemple, supposez qu'on ait ça et qu'on fasse varier F1, F2, F3. Je vais d'abord l'écrire en toutes lettres. Je vais écrire la dérivée du log de ça. Bon, j'ai le log de ça qui vaut une constante aussi. Le log de cette constante-là. Allez, je l'écris en toutes lettres. Il faut que vous l'ayez vu au moins une fois. Le log de ça, c'est alpha 1 fois le log de F1, plus alpha 2 fois le log de F2, plus alpha 3 fois le log de F3. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, je dérive ça. Je le dérive. Enfin, j'en prends un différentiel. Ça fait... Voilà, c'est tout. La dérivée du log, c'est la dérivée sur... Hein, d de log x sur dx, c'est 1 sur x. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait là? La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Oui. Ah oui, c'est ça. Dérivée d'une fonction, oui, c'est ça. D de ln... Enfin, en fait, c'est ça, d de ln de f, bien sûr. Enfin, oui, je ne vais pas expliquer. Vous êtes tous d'accord avec ça? Yes. Bon, ok. Donc, vous voyez que si vous avez une relation comme ça, multiplicative, entre des grandeurs, en prenant la dérivée logarithmique de ce truc-là, vous allez obtenir alpha 1 fois la dérivée logarithmique du premier, plus alpha... Enfin, voilà, vous allez obtenir ça, quoi, égale 0. Alors, ceci est valable même si ce nombre-là est négatif. Hein? Donc, si vous avez, comme ici, P sur ρ puissance K, ça, vous avez F1 de là-bas qui vaut P et alpha 1 qui vaut 1, et puis vous avez F2 qui vaut ρ et alpha 2 qui vaut moins K. Donc, pouf. Ça, c'est vraiment très utile, cette dérivée logarithmique. Souvent en thermo, ça sert parce qu'on a des relations comme ça multiplicatives entre les grandeurs. Si vous avez quelque chose, si vous avez un produit qui est constant, ou un produit ou un rapport, c'est pareil. Si vous avez un truc de cette forme-là, vous pouvez écrire immédiatement alpha 1 df1 sur f1 plus alpha 2 df2 sur 2, etc. Donc c'est ce que j'ai fait ici. dp sur p, et là le ρ est à la puissance moins k, donc moins k, d ρ sur ρ, égale 0. Ça donne donc une relation qui relie la dérivée, enfin la différentielle de p à la différentielle de ρ, donc qui donne la dérivée de p par rapport à ρ. Oui, donc on peut repartir de là, après tout. Donc là, en fait, le problème est résolu maintenant, parce que on va avoir d ρ en fonction de dp. Hein, on veut dt sur dz. On a dp sur dz, c'est ça. Et d ρ sur dz, eh ben, c'est 1 sur k dp sur dz. Donc on a dt sur dz. D'accord? Voici là. Je ne sais pas si c'est le plus élégant, on aurait peut-être pu faire aussi une dérivée logarithmique sur ce truc-là, là-bas directement.
Bon, dans tous les cas, il fallait écrire ça, et un truc de ce type-là. Donc voilà, j'ai dt sur dz. Oui, ou je peux partir de là. Oui, bah c'est ce que j'ai fait. Ah non, oui, enfin oui. Oui, je peux partir directement de là pour dire que dt sur dz, c'est m sur r, m sur r, 1 sur ρ dp sur dz, moins m sur r, ρ2 p, fois d ρ sur dz. Je suis parti de là directement. Ouais, je pense qu'il est plus élégant. En tout cas, on a ensuite d'ici, on a Vous pouvez tout reprendre. ouais. Ok. Je sais que j'ai cherché une façon élégante de le faire et je ne l'ai pas encore vraiment trouvé, mais en tout cas, on a deux relations. Il faut utiliser ces deux trucs-là pour avoir le résultat. Donc après, il faut être plus ou moins inspiré. Donc ça implique ça, on est d'accord? Donc j'ai dp sur, je vais le réécrire, dp sur d moins k d sur ρ égale 0. Conséquent, d sur ρ égale 1 sur k, 1 sur kp dp. 1 sur kp dp, c'est joli. Comme un film de kp dp. Monsieur. C'est juste comme on peut, hein, alors. Ok. Ah, vous ne connaissez pas les films de KPDP? C'est tellement fait toi faire. Ok. Enfant la tulipe, tout ça. Ah, vous êtes trop jeune, vous. Non, quand même. Ah bon, merci, ça me fait plaisir. Il y en a qui sont... Ok. Ok, donc, ensuite, j'ai ça. Donc, je réécris tout, hein, vous m'avez demandé. Donc, on y va. Par conséquent, et donc là, on nous demande dt sur dz. Hein. Enfin, on nous demande de montrer que c'est constant. Donc, je calcule dt sur dz. Ça vaut m sur r ρ dp sur dz moins m sur r ρ de p d ρ sur dz. Ça me dit que 1 sur ρ d ρ sur dz, c'est 1 sur kp dp sur dz. Ça n'amuse que moi, mais c'est pas grave. C'est quand même pas grave. Ok. Donc dt sur dz. Monsieur, Oui. j'ai pas compris l'équation dt sur dz en bas. Celle-ci, comment vous l'avez établie? Ah ben je dérive par rapport à z. Ça c'est une fonction de z. Ça c'est une fonction de z. Ça c'est une fonction de z. Donc je dérive. Je dérive le premier sans toucher au second, puis je dérive le second. Ok. Voilà, donc ça fait m sur r ρ fois, alors dp sur dz, c'est moins ρg. Donc fois moins ρg, moins mp sur r ρ fois ce truc-là, fois 1 sur kp dp sur dz, et dp sur dz, c'est encore moins ρg. Et donc tout ça, c'est égal à... Alors les ρ s'en vont, on est content. Le p s'en va, on est content. On a moins m sur rg, moins m sur rk, g. Donc on a moins mg sur r, facteur de
1 plus K. Hey, ça a l'air correct ça. K est un nombre, c'est l'exposant là-bas, donc c'est 5 dimensions bien sûr. Et on a donc MGZ en dimension, là ça fait MGZ égale RT, c'est bon. KT, c'est une énergie. En tout cas, c'est homogène. Et ça... Ah non, il y a un plus là. Donc là, il y a un moins là. Là, il y a moins, moins. Plus. Moins. Moins. J'ai mis moins mg en facteur. J'ai mis moins mg en facteur. Ça, donc, si ça, c'est positif, on a la température qui décroît avec l'altitude, ce qui est le cas. A priori, K est plus petit que 1. Bon, en tout cas, on voit que c'est constant. On a répondu à la question. Ça vous va? Ok? Enfin, je suis peut-être allé un peu vite là, du coup je me suis peut-être trompé aussi, mais enfin, j'ai juste remplacé dp sur dz par moins rg. Alors, petit b, en déduire que l'on a p de z égale quelque chose. Donc, p... Alors, on a dp sur dz qui vaut moins rho g par g. Ça, c'est l'équation de la statique. dp sur dz égale moins rho g. Et on a... Alors, il nous faut rho de z. Oui. Et donc, et on a... P égale rho. Oui. C'est pas 1 sur K, non? Oui, si. Ah, ça m'étonnait que K ait besoin d'être plus petit que 1. Donc K, au contraire, doit être plus grand que 1. C'est mieux. Merci. Oui, bien sûr, 1 sur K ici. Yes. Ah, il peut le faire. Ok, donc moins de mg. Voilà, donc si K est plus grand que 1, ce qui est le cas, en général. Ouais. Ça est bien positif, donc dt sur dz est négatif, plus on s'élève, moins il fait chaud, plus la température est basse. Donc, dp sur dz égale moins rho g, p égale rho rt. Par conséquent, je remplace sur m, voilà. P, donc P, c'est ça, ORT souris. Donc rho égale P M sur RT, et on a, comme tout à l'heure, dP sur P qui vaut moins G M sur RT rho, non, rho il est déjà là, fois dz. Non, toujours pas. Ah si. Ah non. Oh là là, excusez-moi. On veut trouver P de z, donc dt sur dz là-bas. Ça ne peut pas l'intégrer. Si, mais il faut... Ah bah voilà, oui, il est là. Ah oui, voilà, ok. Donc ça, c'est égal à moins P... Ah oui, non, mais donc... Ah non. Non, moi, je veux rho. Si, c'est ça. Donc, okay. Égal moins P M G sur RT. Ah, d'accord. Donc dP sur P égale moins mg dz
sur RT. Bon, ça c'est ce que j'avais écrit, donc ça c'est correct, mais je vais écrire que dz, c'est dt sur tout ça. D'accord. Donc ça fait... Donc dz sur R, je vais prendre la ligne intermédiaire parce que je n'ai pas de recul sur le tableau, donc dz sur R, c'est moins mg facteur de 1 sur 1 moins k dt. Ok? Non, c'est dt sur ça. Oh là. Le nez au tableau, c'est terrible. Donc dz sur R, c'est dt sur moins mg, facteur de 1, moins 1 sur k, c'est ça? Voilà. Donc je remplace dz sur 16 par moins, donc le moins s'en va, le mg s'en va, et j'ai juste dt sur 1 moins 1 sur k. Et ça fois t. Ok? Et ça s'intègre, log de ça égale log de ça entre P0 et P et T0 et T, donc ceci fait... Bon, en fait, ça fait une loi de puissance, ça c'est exactement comme ceci. On a P qui vaut P0, T sur T0, à la puissance 1 moins 1 sur K. Ah mais si c'est ça, oui. On le veut en fonction de Z ou D'accord, donc là on l'a en fonction de T et maintenant on le veut en fonction de Z. Et comment on fait ça? On expérimente en fonction On expérimente T en fonction de Z à partir d'ici, parce que là c'est constant ce truc-là. En fait on a T, voilà. Je suis facile. De là, je tire T égale T0 moins mg sur R, facteur de 1 moins 1 sur K, Z. Si j'appelle T0, la température à l'altitude Z égale 0. Donc finalement, P égale P0 facteur de, donc T sur T0, c'est-à-dire 1 moins mg sur R T0 facteur de 1 moins 1 sur K, Z, tout ça à la puissance 1 moins 1 sur K. Yes! Et ça a bonne forme? Ah non. Si, c'est ça. Non, il y a K-1 sur K. C'est là, il y a ce K sur K-1. La puissance. Et la puissance, là c'est K-1 sur K, alors là c'est K sur K-1. Ah, parce que... Non, parce que là, c'est... Ah oui. Oui, c'est là. C'est là que c'est... C'est ça, c'est l'inverse de ça. On a dt sur t qui vaut 1 moins 1 sur k dp sur t. Donc on a t sur t0 qui vaut P sur P0 à la puissance 1 moins 1 sur K. Et donc, P sur P0 qui vaut T sur T0 à la puissance 1 sur 1 moins 1 sur K, c'est-à-dire K sur K moins 1. Voilà. Et donc le bêta de l'exercice, de l'énoncé, c'est cette grandeur-là, mg sur rt0
facteur de K-1 sur K. Où l'on exprimera bêta en fonction des données du programme. Ok. Bon. Le principe n'est pas compliqué. Tiens, on a fait 2 heures pile là. Ça ressemble à un bon moment pour faire une pause. Ok. Alors pause. C'est vrai qu'il aurait imprimé.